Salut à tous les amis, merci d'être de nouveau présents aujourd'hui sur Verisme TV. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir avec Jean-Louis parce qu'aujourd'hui on va vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à cette intro. Je me suis dit, est-ce que je fais une parodie du générique Salut les musclés? Ça a pu être rigolo. Ou est-ce que j'arrive et je dis Salut à tous les musclés pour parodier un YouTuber qui me fait bien rire et que j'aime bien. Et puis finalement non, je me suis dit on va le faire simple, on va faire sobre, on va tout simplement vous dire qu'aujourd'hui on va parler d'exercice physique plutôt que de sport. Vous allez comprendre pourquoi je préfère dire le mot exercice physique plutôt que sport, mais en tout cas le sport moi c'est une de mes grandes passions, hein, avec la santé en termes général. Et je suis vraiment très heureux de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui avec notre ami Jean-Louis. Alors j'ai dit exercice physique plutôt que sport parce que le sport, il y a voilà, des connotations de compétition, ce genre de choses qui peuvent rebuter certains et certaines, alors que l'exercice physique que je vais vous proposer, il est vraiment adaptable et il doit être adapté à chacun. Alors notre Jean-Louis, j'ai tout essayé. J'ai mis des haltères, j'ai essayé de lui faire des pompes et tout. Impossible de lui faire prendre de la masse musculaire. Il est toujours maigre comme un lacet. Au niveau du cardio, bah, par contre là c'est incroyable quoi. J'ai jamais vu un cardio pareil. Même il a pas de cardio en fait, ce qui m'inquiète un peu. Bon, lui en tout cas il est hors norme, ça c'est clair, c'est notre Jean-Louis. Mais vous, je suis sûr que ce que je vais vous proposer au niveau de l'exercice physique, ça vous sera profitable. Allez, c'est parti. Bon, on est toujours dans notre loi de l'Hormèse, vous inquiétez pas. C'est un autre pilier de la loi de l'Hormèse que je vous présente. Il y a eu chaud-froid, il va y avoir le jeûne intermittent, les respirations dont je vous ai parlé avec la vidéo sur Wim Hof, et maintenant le sport. Le sport, l'exercice physique sous la forme d'une méthode qui est très connue, qui s'appelle le HIIT, c'est-à-dire High Intensity Interval Training, entraînement de haute intensité sur intervalle, et qui nous permet vraiment, encore une fois, de choquer l'organisme sur des temps courts et qui va permettre l'expression de certains gènes et donc l'amélioration du corps. Je fais le point sur l'hormèse en rappelant quelque chose de capital parce que j'ai été vraiment très heureux de recevoir de votre part beaucoup de messages suite aux dernières vidéos sur l'hormèse. Les bénéfices, et ça il faut vraiment vous le marteler, il faut vraiment l'écrire noir sur blanc, les bénéfices sont dans la phase de repos. Il y a la phase d'action, où voilà, on se plonge dans le bain froid, on va en sauna, on choque l'organisme, c'est court, c'est intense, mais ça c'est une phase catabolique, où on utilise les ressources, où on choque l'organisme. Les bénéfices de la loi de l'Hormèse, c'est dans la phase de repos. Bénéfices, c'est là. Il faut vraiment, parce que les gens, j'ai eu des messages, c'est combien de temps je dois rester dans l'eau froide. Plus ils vont rester dans l'eau froide, plus ils vont faire une douche froide longtemps, plus ils vont rester longtemps dans le sauna, mieux ce sera. Pas du tout. La parfaite utilisation de la loi de l'Hormèse, ce sera la symbiose parfaite entre la phase catabolique, la phase de l'action, et le repos. Tous les sportifs le savent, tous les bodybuilders savent très bien que c'est dans le sommeil qu'il y a la phase anabolique, c'est-à-dire la phase de construction musculaire. Donc c'était important de repréciser ça, parce que là, c'est tout le principe de HIIT, hein, c'est-à-dire intervalle régulier on fait des exercices très puissants et on se repose. Typiquement, ça va être de l'exercice pendant 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, normalement c'est moins d'une minute, et un certain temps de repos qui est généralement plus court que le temps d'effort. Il y a un exercice qui est très connu qui s'appelle le Tabata. Donc vous faites 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos, 8 fois, donc ça dure 4 minutes. Seulement 4 minutes dans la journée qui vous permet d'avoir un exercice HIIT qui a vraiment des effets vraiment bénéfiques sur le corps, qui nous permettent donc jouer avec notre loi de l'Hormèse. Ça, c'est modulable et propre à chacun. Nous, on s'amusait à mettre de la gamification, un petit peu du jeu là-dedans, en faisant du 20-10, du 30-15, etc. Mais il n'y a pas de règle.
La seule règle qui est, c'est est-ce que c'est en corrélation avec votre ressenti? D'accord? C'est uniquement ça. Est-ce que c'est adapté à vous? Dans les stages que je vous donnerai vraiment les clés pour savoir comment vous situer par rapport à tout ça, ne serait-ce que pour les bains froids, les bains chauds, mais aussi pour le sport, évidemment. Il y a des tests tout simples au niveau du pulsation cardiaque, au niveau du rythme respiratoire, qui peuvent être faits par tout un chacun, et donc trouver sa bonne formule. Alors le HIIT, là je vous ai mis les grands bénéfices. On va passer assez rapidement parce que c'est des choses que vous pouvez trouver très rapidement sur internet. Mais quand même revenir ici. J'ai écrit sérotonine dans le cerveau et ça doit vous renvoyer aux vidéos précédentes. Surtout la vidéo sur la vitamine D. D'ailleurs, pour bien comprendre cette vidéo, il va être important que vous voyez les autres vidéos sur l'hormèse, le froid, le chaud, la production d'énergie, très important, et la respiration. Si possible, voyez ces vidéos avant, et la vitamine D. Ça fait beaucoup de vidéos, mais faites-vous un verisme time, voilà, comme ça vous pourrez mieux appréhender, vous aurez la base de connaissances pour bien comprendre tout ce que je vais expliquer maintenant. Dans la vidéo sur la vitamine D, je vous ai parlé de comment était produite la sérotonine dans le corps. Le corps utilise un acide aminé qui s'appelle le tryptophane pour faire la sérotonine. Et le tryptophane, dans le corps, il a deux voies pour devenir la sérotonine. Comme il dit, il prend soit le tunnel de gauche, soit le tunnel de droite. Tunnel de gauche, tunnel de droite. Tunnel de gauche, c'est le tunnel TPH1, tunnel de l'enzyme TPH1, qui mène aux intestins. TPH1, elle calme la production de sérotonine. C'est-à-dire qu'elle prend le tryptophane et elle fait une réaction chimique qui calme la production de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine. Parce que dans les intestins, on n'en veut pas trop de sérotonine. Trop de sérotonine, ça crée, c'est pro-inflammatoire. Dans le cerveau, par contre, c'est le tunnel de droite, tunnel de l'enzyme TPH2. Et là, par contre, on augmente, le TPH2, il a comme action d'augmenter la production de sérotonine. Dans le corps, on veut beaucoup de sérotonine dans le cerveau, peu dans les intestins. Et c'est souvent l'inverse dans les cas d'autisme. Beaucoup ici, peu ici. Peu de sérotonine, ça veut dire connexion neuronale et création de nouveaux neurones, protection neuronale amoindrie. Et dans le cerveau et dans les intestins, ça veut dire plus d'inflammation. Dans l'autisme, c'est souvent l'inverse. Le truc, c'est que dans le cerveau, pour passer la barrière hémato-encéphalique et devenir de la sérotonine, le tryptophane, il doit monter dans une navette, un transporteur. Et là, il rentre en compétition. Il est en compète avec les autres acides aminés, notamment le leucine et l'isoleucine. C'est comme quand vous allez au ski, il n'y a qu'une seule navette, enfin, dans la navette, il n'y a qu'une seule place pour aller aux pistes de ski, mais vous êtes 10 à attendre la navette. Dans l'idéal, il faudrait que les 9 autres, ils aillent voir ailleurs si j'y suis, pour qu'il reste que moi qui monte dans la navette et qui aille faire du ski. C'est un peu ça qu'on veut produire dans le corps. On veut que les autres acides aminés, ils foutent le camp et ils laissent tout seul le tryptophane pour qu'il devienne la sérotonine. Et ça, en fait, le sport nous le permet. Parce que par l'action musculaire, par la sollicitation des muscles, les muscles, eux, ils vont consommer les autres acides aminés, notamment la leucine et l'isoleucine, et ils vont laisser tout seul le tryptophane pour qu'il devienne de la sérotonine dans le cerveau. Donc ça nous permet justement d'accroître tout ça par le sport, enfin l'exercice physique. Alors le cardio et les muscles, je vous en avais parlé notamment dans la vidéo sur l'exposition à la chaleur, l'hypertrophie musculaire, le grossissement des cellules musculaires. C'est évident que si vous faites des exercices même au poids du corps, vous améliorez donc les fibres musculaires. Ce qui est bien, c'est qu'on touche un peu aux deux dans le HIIT, à la fois les fibres de type 1 et de type 2, donc les fibres musculaires plus pour l'endurance et d'autres plus pour la force. C'est quand même plus les fibres pour la force et l'intensité, comme les sprints qui sont sollicités, mais c'est un peu des deux. Le cardio, évidemment, vous allez parler d'amélioration du cardio, et c'est un petit peu enfoncer des portes ouvertes que de dire que le sport améliore le cardio, mais c'était important peut-être de le préciser. Brûle-graisse, j'ai écrit, perte de poids. Alors pourquoi? On va pas brûler plus de calories pendant un moment. Ça, vous savez très bien que la théorie de brûler des calories par rapport aux calories qu'on mange, ça tient pas la route. Si ça tenait la route, ça serait longtemps qu'on le saurait.
mais en fait ça entraîne le corps à mieux utiliser ses réserves lipidiques, à oxyder les lipides. C'est-à-dire, en fait on va sécréter, on va faire une sécrétion accrue par le sport des hormones qui sont cataboliques, qui utilisent nos ressources et qui construisent, qui sont anaboliques, qui construisent des tissus et qui améliorent la propension du corps à utiliser les stocks de sucre notamment. La GH, l'hormone de croissance, alors elle c'est la fitness hormone, hein, on l'appelle comme ça, c'est-à-dire c'est l'hormone anti-âge, c'est l'hormone qui fait construire tous les tissus, hein, c'est l'hormone de croissance, donc que ce soit des tissus neuronaux comme musculaires, comme osseux, etc. C'est vraiment une hormone de la santé, du bien-être. La testostérone, bon, essentiellement sécrétée chez les hommes par les testicules, mais aussi en moindre partie par les glandes surrénales, c'est une hormone anabolisante. Hein. On sait très bien que la testostérone, certains sportifs se piquent avec pour justement avoir plus de muscles. Nul besoin de picouse, vous avez en vous des méthodes, si elles sont bien appliquées, pour booster cette testostérone. Adrénaline, vous commencez à la connaître par cœur, sécrétée par nos glandes surrénales, c'est une hormone du qui-vive, de l'attention, etc. Et on est encore en train de choquer notre système nerveux sympathique, dont je vous ai bien parlé pendant la respiration, et qui est vraiment essentiel, qui est une part en fait de la loi de l'hormèse. C'est le boost et la demande au niveau du système nerveux sympathique. Le glucagon, je vous en ai parlé dans la vidéo sur le pancréas endocrinien. Le glucagon, c'est le pendant inverse de l'insuline, même si c'est pas très juste de dire ça. Mais c'est une hormone, encore une fois, qui va permettre de casser les stocks de sucre sous forme. Le corps, grâce à l'insuline, il fait des stocks sous forme de glycogène dans le foie, dans les muscles, sous forme de tissu adipeux. Et en fait, le glucagon, lui, va permettre justement qu'on casse ces stocks, la glycogénolyse, pour remettre de l'énergie, remettre du sucre dans le sang. Donc, au bout du compte, sur le long terme, ça va apprendre au corps à mieux utiliser ses réserves et donc à faire fondre cette graisse. C'est toujours sur le long terme qu'il faut habituer son métabolisme à s'élever et c'est comme ça qu'on fait une perte de poids vraiment durable. Hein. Pas d'effet yo-yo, etc. On fait vraiment... on a une machinerie qui fonctionne mieux. Ça, tout le monde le sait plus ou moins. Mais là, ce qui va être intéressant, là, dans cette deuxième partie de Jean-Louis, c'est casser une idée reçue. Et ça, j'aime bien, quand on sort du monde des croyances et qu'on remet de la connaissance au milieu. Le plus objectivement possible. Et toujours avec humilité. Très important. Et on va parler de l'acide lactique, qui cause la fatigue musculaire. Parce que ça, c'est clair que cette idée reçue, vraiment, elle est très très répandue. Hein. J'ai des crampes, j'ai des douleurs musculaires, où je suis fatigué après tant d'efforts. Je me dis que c'est l'acide lactique, et moi le premier, je pensais ça, qui s'accumulait dans les muscles. Point du tout. D'où est-ce que c'est venu ça? En fait, c'est venu d'un Hollandais qui s'appelait Otto Meyerhoff, qui avait pris la moitié d'une grenouille, une pauvre petite grenouille, qui avait pris juste les jambes de la grenouille, qui les avait mis dans un bocal rempli d'eau ou de formol, en tout cas il n'y avait pas d'air, et qui s'amusait à activer les fibres musculaires. Les fibres musculaires, elles s'activaient jusqu'au moment où elles devenaient dures. Et là, il a regardé l'état des choses, et il a vu qu'il y avait des molécules de lactate et des ions H+. Les ions H+, vous savez, c'est le proton H+. C'est ce qu'on mesure quand on mesure le pH. Hein. pH, c'est potentiel hydrogénique. Donc plus il y a d'ions H+, dans une solution, dans un milieu, plus ce milieu va être, on va dire, acide. Et donc, il a vu beaucoup d'acidité et des ions lactate, il a dit, c'est l'acide lactique qui cause la fatigue musculaire, qui cause une acidose généralisée au niveau des muscles, et qui cause donc la fatigue musculaire. Point du tout. Pour bien comprendre, là j'aime bien parce qu'on va prendre une analogie, une métaphore, avec un petit dessin rigolo. Ça c'est super. Imaginons que on vous met conducteur d'une locomotive. Bon, dans une locomotive, il n'y a pas de volant, mais je mets quand même un volant. Vous êtes conducteur d'une locomotive, et votre job, c'est de suivre les instructions du chef de gare qui vous dit « allez à 50 km/h, allez à 40 km/h, allez à 80, etc. » Mais vous êtes au niveau du moteur de la locomotive, devant le poêle à bois, et votre job, c'est de mettre des bûches de bois
dans le poêle à bois pour créer du feu, créer de l'énergie et faire avancer la locomotive. Dans le corps, les bûches de bois, l'équivalent, c'est le sucre, le glucose qui se trimballe dans le corps, et l'oxygène que vous respirez. Ça, c'est capital d'énergie. En fait, c'est la source qui va donner lieu à l'énergie. Le feu, vraiment, là par contre, c'est l'énergie, la création d'énergie, la création de chaleur. Dans le corps, c'est l'ATP, molécule d'ATP, je vous renvoie sur la vidéo sur comment est créée l'énergie dans le corps. Ça, c'est vraiment l'énergie, c'est ce qui fait avancer la locomotive. Et les lactates, en fait, à chaque fois que vous mettez des bûches, toute cette activité de mettre les bûches dans le feu, etc., à chaque fois que vous portez une bûche, vous allez faire tomber des épines de pin, des écorces, ce qu'on appelle du petit bois, en gros. Et ça va être des sous-produits. C'est pas des déchets, c'est des sous-produits. Le terme de déchet, qui est péjoratif, ça a été inventé par l'homme, mais dans la nature, il n'y a pas de déchets. Une feuille de l'arbre, une feuille d'un arbre tombe au niveau du sol, ça fait de l'humus, ça nourrit le sol, qui à son tour nourrit la plante qui pousse, qui est mangée par l'animal, qui fait ses déjections dans le sol, etc. Il y a pas, tout n'est que recyclage. C'est exactement pareil au niveau de notre locomotive, c'est exactement pareil au niveau de notre corps. En fait, tout ce petit bois, là, vous allez pouvoir le recycler et l'utiliser, le mettre dans le feu aussi. Et le petit bois, on sait bien, les épines de pin, etc., ça brûle 10 fois mieux, ça va beaucoup plus vite. En plus, c'est léger à porter, ça ne demande pas d'énergie. C'est vraiment, dans l'idéal, une source d'énergie meilleure que nos grosses bûches, que notre glucose. Le corps, c'est pareil. Il préfère, dans l'idéal, il préfère les lactates. Ça va plus vite, comme source d'énergie au niveau de la cellule. Là, je me base vraiment sur les travaux du docteur George Brooks, qui est un professeur-chercheur aux États-Unis, qui a son laboratoire, qui est un des pionniers dans l'étude des lactates, et qui a prouvé qu'il y a des transporteurs de lactates au niveau de la cellule, donc pour faire rentrer le lactate dans la cellule, mais il y en a aussi au niveau de la mitochondrie. Et c'est ça qu'il a inventé, lui. Enfin, qu'il a découvert, pardon. Il n'a pas du tout inventé. Et c'est vraiment des recherches, enfin, ils sont vraiment à la pointe. C'est pour ça que je suis content de vous livrer ça, parce que j'ai trouvé ça que dans la littérature anglo-saxonne. Donc voilà. Les lactates, le truc c'est que les lactates, ils ont besoin d'oxygène pour être oxydés, hein, ils ont besoin d'une oxydation pour être utilisés, hein, ces petits bois, etc., ces écorces. Et le truc de notre expérience de Meyerhoff, où il avait mis sa moitié de grenouille dans un bocal, c'est qu'il n'y avait pas de vascularisation, il n'y avait pas d'oxygène, donc les lactates ne pouvaient pas être recyclés. Donc évidemment, il a contracté les muscles pendant un certain temps, et puis il a vu que les lactates s'étaient accumulés avec des protons H+. Parce que les protons, en fait, c'est la fumée, c'est la pollution, si vous voulez, même si c'est péjoratif de dire ça, mais c'est la fumée, en tout cas, qui sort de la locomotive. Imaginons que cette locomotive, elle passe devant chez vous, crée de la fumée, puis au bout d'un moment, ça s'accumule, et vous voyez des nuages noirs, et vous avez l'impression que ça sent mauvais, etc. Et dit, oh là là, la locomotive qui passe devant chez moi, elle pollue. Je vais aller voir qu'est-ce qui cause cette pollution. Vous rentrez dans la locomotive quand elle est arrêtée, et là vous voyez plein de petits bois, les lactates, et vous vous dites, c'est ça qui a causé la fumée, donc c'est la cause du problème, c'est la cause de la pollution. Mais pas du tout, voilà. Meyerhoff, il a fait la même conclusion, mais c'est pas ça. Il a fait un pack entre les protons H+, et les lactates, et il a dit c'est l'acide lactique. Mais non. Les lactates sont là pour être recyclés et utilisés sous forme d'énergie. Ils ont plein de bons côtés, voilà, c'est une source d'énergie, ça permet à la cellule d'être tout simplement vivante et de créer de l'énergie. Et surtout, et c'est là où ça met le ravioli en ébullition, pour paraphraser une certaine oracle, c'est le signal épigénétique de 600 gènes. C'est-à-dire, le fait que les lactates se baladent dans le sang, ça va faire s'exprimer certains gènes, hein, vraiment dans la loi de l'hormèse, ça va faire s'exprimer certains, faire taire d'autres, et donc ce sont des signaux au niveau du corps qui va justement chambouler tout notre organisme et tout notre métabolisme. C'est vraiment l'épigénétique, c'est votre environnement qui code, c'est votre environnement qui influence l'expression même de vos gènes. Ça c'est génial, c'est incroyable. Notamment le BDNF. BDNF, on en a déjà parlé, c'est un facteur de croissance neuronale, donc pour avoir plus de neurones et des neurones en meilleure santé. Le lactate,
les lactates, au niveau du cerveau, ce sont des signaux qui boostent la production de ce facteur de croissance neuronale. Donc, génial, magnifique, dans un monde où on vit dans vraiment les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, etc. Tip top. Noradrénaline. Alors elle, on la connaît de long en large depuis que je vous parle de la Hormèse. Noradrénaline par-ci, par-là. La noradrénaline, évidemment, puisqu'elle est sécrétée par nos glandes surrénales, et qu'on là, on est vraiment en tape dans le système nerveux sympathique, celui de l'action, c'est évident qu'elle va être sécrétée. Noradrénaline, pour rappel, elle permet au niveau de la cellule l'expression de certains gènes comme l'UCP1-alpha ou le PGC1-alpha qui font la démultiplication des mitochondries à l'intérieur de la cellule, des centrales d'énergie. C'est comme si nos locomotives, d'un coup, elles avaient 2 poêles à bois ou 2-3 moteurs. Hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour le sportif, évidemment, avoir plus de mitochondries, c'est le top du top. Vous avez expliqué ça dans la création de graisse brune, mais voilà, on a une meilleure utilisation de l'oxygène, on a un meilleur rendement de l'énergie, etc. La différence entre un sportif, un athlète et une personne lambda, c'est que si vous faites faire à ces deux personnes le même exercice, l'athlète, il aura moins de lactate circulant dans le sang. Pourtant, il en produit plus, mais il recycle mieux. C'est dans le recyclage. Le HIIT, ça va apprendre à votre corps à mieux recycler ces sous-produits de la vie cellulaire, en fait. Parce que les lactates, on en fait tout le temps, et toutes les cellules en font. D'accord ? C'est pas l'acide lactique qui est dans le sport, non. C'est les molécules de lactate qui sont partout, et qui sont une formidable source d'énergie. Antioxydants, alors là, ça va être génial, je vais en reparler après, mais la noradrénaline, pour revenir là-dessus, en fait, les lactates, la noradrénaline, comme je vous l'ai dit, c'est sécrété par les glandes surrénales, en partie. Parce que dans le cerveau, c'est sécrété par une zone qui s'appelle le locus coeruleus, et qui fait de la noradrénaline au niveau du cerveau. Cette zone-là, ces neurones qui sont là, ils sont stimulés, devinez par quoi? Par les lactates. Ces molécules de lactate, quand elles arrivent dans le cerveau, elles stimulent cette zone qui fait de la noradrénaline. Et ça, c'est merveilleux, encore une fois, pour la dépression, pour évidemment les troubles de l'attention, pour les maladies neurodégénératives, pour voilà, les gens déprimés, etc. Parce que dans ces pathologies-là, ce qu'on donne généralement comme médicament, c'est des inhibiteurs de recapture de ce genre de neurotransmetteurs, la noradrénaline. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que dans la faille synaptique, c'est-à-dire l'espace entre deux neurones, vous savez, là, entre l'espace, il y a le neurotransmetteur, par exemple la noradrénaline, qui se balade. Les gens, malheureusement, qui sont atteints de ces pathologies-là, ben, ils en ont peu. Alors, comme ils en ont peu de neurotransmetteurs sécrétés, ben, on va faire en sorte qu'ils ne soient pas recapturés. Parce qu'une fois que le neurotransmetteur il a fait son job, généralement il est recyclé, il est envoyé autre part, voilà, il disparaît, quoi. Il va faire en sorte que prendre un médicament qui va empêcher la recapture de ce neurotransmetteur, comme ça il reste plus longtemps dans la faille synaptique, et il fait plus longtemps son action. Nul besoin de tout ça. Là, on a vraiment des outils, avec la loi de l'Hormèse, qui nous permettent de faire un boost, et notamment au niveau du cerveau, pour sécréter plus de noradrénaline. Voilà, grâce notamment à ces molécules de lactate. Parkinson, idem. Alors Parkinson, c'est intéressant parce que ça se base sur une étude hollandaise où ils ont pris des personnes qui étaient atteintes de la maladie de Parkinson et ils ont fait faire des exercices physiques adaptés, en fait, qui les faisaient sortir de leur zone de confort. Loi de l'Hormèse. Donc en fait, ils ont fait des choses un petit peu plus poussées que ce qu'ils font d'habitude. Bon, ça devait pas être très compliqué, hein. Ça devait être des squats, voilà, des sauts un petit peu comme ci, comme ça, sortir à la zone de confort, faire marcher un peu le cardio sur des intervalles réguliers, mais que l'effort soit court et intense, etc. Bon, loi de l'Hormèse, quoi. Et ben, ils se sont rendus compte que les personnes qui faisaient ça 2 à 3 fois par semaine, ils avaient des résultats au niveau locomoteur et au niveau cognitif, vraiment des grandes améliorations par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. Quand on a compris tout ça, évidemment, on se dit, bah ouais, c'est évident. Hein, BDNF, noradrénaline dans le cerveau, sérotonine, ça peut que aider les maladies neurodégénératives. Bah, les études sont là pour le prouver. Blessure cérébrale, hyper intéressant.
En fait, quand les gens voilà, sont dans les accidentés, etc., eux qui sont alités, ben, ils peuvent pas bouger comme les personnes qui sont atteintes de maladie de Parkinson. On peut pas leur faire faire des squats, etc. On peut pas voilà, faire ce fameux exercice physique. Et en fait, le docteur George Brooks, notamment, dont je vous ai parlé aux États-Unis, ils se sont rendus compte que le cerveau, dans ces cas-là, c'est pas qu'il y a un manque d'apport de glucose au niveau du cerveau, c'est que le glucose il est là, le sucre il est là, c'est que le cerveau il sait pas l'utiliser, enfin les neurones n'arrivent pas à l'utiliser. Ils ont injecté directement du lactate et ça a été pris par les neurones. Et donc les cellules neuronales peuvent se régénérer, vivre tout simplement, parce qu'une cellule qui n'a pas de nourriture, malheureusement c'est une cellule qui est négative. Les lactates, c'est toujours une source d'énergie préférable. Pourquoi? Parce que déjà, ça ne demande pas d'énergie au corps. Les bûches de glucose, là, les bûches, elles pèsent 2-3 kilos. Moi, au bout d'un moment, je vais fatiguer. Hein, je vais transpirer, je vais fatiguer. Ça demande de l'énergie même de casser en fait le glucose en 2 molécules de pyruvate, comme je vous avais expliqué dans la vidéo sur l'énergie. Par contre, les lactates, c'est du petit bois, c'est tout léger. Je peux balancer dans mon four pour faire avancer ma locomotive. C'est pareil au niveau du cerveau. Ça, c'est vraiment voilà, une source d'énergie qui permet justement de renourrir ces zones-là qui sont en dégénérescence. Très important, donc, ils sont en pleine étude dans les hôpitaux pour les grands blessés qui sont alités et qui ont malheureusement au niveau du cerveau une dégénérescence. Voilà, je vous ai parlé de cet effort qui est donc anaérobique, hein, où le corps n'arrive pas à suivre en fait avec l'apport d'oxygène. Hein. Tous les sportifs connaissent ça, les coachs sportifs évidemment aussi. On appelle ça le seuil lactique. C'est l'emballement, hein, comme on a un effort intense et qu'on n'a pas l'apport d'oxygène suffisant, par la fermentation, comme on continue quand même à faire de l'énergie, recycler les lactates, etc. Mais ça va avoir très vite un seuil, hein, comme je l'ai parlé, 40-50 secondes, etc. Par contre, si vous faites un sport d'endurance, quand vous partez faire un footing, vous voyez bien que vous pouvez tenir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, parce que le rythme est peu élevé et que le corps a le temps de suivre et vous avez le temps de prendre l'oxygène qu'il faut. Si vous faites des squats sautés ou des burpees ou des genres de trucs, vous allez voir que très rapidement vous allez saturer, vous allez arriver à ce seuil lactique. Ce seuil lactique-là, c'est vraiment notre loi de l'hormèse. C'est vraiment s'approcher de la limite, s'amuser à la dépasser et stimuler le corps par ces efforts intenses. Encore une fois, durant les stages que je vous proposerai, là on passera directement à l'expérimentation, on arrêtera le blabla et je vous donnerai des tips, vraiment des outils pour savoir où se situe votre seuil lactique et savoir comment aller titiller notre loi de l'hormèse pour faire toute cette amélioration. J'ai oublié l'antioxydant, ça c'est hyper important parce que c'est un concept clé. Quand on utilise les lactates, en fait, on sauvegarde notre glucose. On fait une économie de glucose si on apprend à mieux utiliser les lactates. L'économie de glucose, en anglais ils appellent ça le glucose sparing. Ouais. Ça permet que ce glucose, il rentre dans une autre voie. Il prenne encore un tunnel de droite, hein, comme dit Indy. Et dans ce tunnel, en fait, c'est une réaction chimique qui s'appelle le pentophosphate pathway. La voie pentophosphate, je pense en français c'est pareil, qui permet en fait la production d'une molécule qui s'appelle le NADPH. Et ce NADPH permet à son tour la production d'enzymes antioxydantes à l'intérieur de la cellule, comme le glutathion. J'en avais déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais le glutathion, c'est vraiment les enzymes antioxydantes qui permettent de lutter contre le stress oxydatif, le fameux stress à l'intérieur de la cellule qui tue en fait la vie cellulaire. Quand vous fumez, quand vous avez une vie vraiment des habitudes non physiologiques, c'est ce stress-là hein, contre lequel on veut lutter. Le meilleur nettoyeur, c'est le glutathion, notamment, hein, il y en a d'autres, c'est ces enzymes antioxydantes qui nettoient l'intérieur de la cellule. Grâce au lactate. Hein. Donc encore une fois, on pourrait continuer longtemps, hein, j'ai essayé de garder les plus gros avantages à ce type d'exercice
et cette loi de l'hormèse façon physique, façon exercice physique. Mais pour moi, c'est essentiel de tabler, encore une fois, sur le maximum, j'appelle ça des portes d'entrée, mais le maximum d'outils, le maximum de pratiques. Bain chaud, bain froid, jeûne intermittent, loi de sport, enfin exercice physique adapté, respiration. On a tout à notre portée. Voilà les amis, voilà mon Jean-Louis. Nous on va se faire une petite séance là, pour choquer un petit peu les organismes, et voir si on peut pas prendre un petit peu de masse avec notre Jean-Louis. En attendant la prochaine vidéo sur le jeûne intermittent, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas que la vérité, elle est déjà en vous les musclés.